Bonjour, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Julien Cléchet, je suis donc radiologue au Centre orthopédique Sentier à Lyon, je suis spécialisé en ostéo-articulaire et je vais donc vous parler effectivement un petit peu d'imagerie, d'IRM dans les lésions du ligament croisé antérieur, donc faire un point un petit peu sur l'état actuel de la technique et puis quelques perspectives futures. Donc l'IRM, vous connaissez un petit peu. J'imagine bien. Actuellement, on a des aimants de 1,5 et 3 Tesla, ça c'est la puissance de l'aimant. Protocole classique actuel que j'ai illustré ici, 3 plans d'épée-FATSAT et un plan T1. Pas d'injection de gadolinium, ni en intraveineux, ni en intra-articulaire, donc pas d'indication d'arthro-IRM dans les lésions du ligament croisé antérieur, en tout cas en aigu. Et puis je parlerai pas non plus de l'IRM de stress ou de l'IRM dynamique parce que ça reste quand même assez marginal, c'est vraiment pas très développé en pratique courante. Donc ce protocole classique, il nous suffit à largement et normalement assez simplement faire le diagnostic des ruptures du ligament croisé antérieur comme ici, avec cette désinsertion proximale. Vous voyez ici la perte de l'aspect fin, bien aligné, mince et en hyposignal du ligament croisé qui apparaît infiltré et franchement dédifférencié. Il faut savoir aussi connaître les signes indirects de rupture complète. Les deux principaux ici, donc le bone bruise, la contusion œdémateuse du condyle fémoral externe et de la partie postérieure du plateau tibial externe. Quand vous avez ce signe-là, en général, c'est que c'est aller assez loin pour rompre complètement le ligament croisé antérieur. Et assez utile aussi la translation antérieure du plateau tibial externe qui découvre la corne postérieure du ménisque externe. Là aussi, c'est un signe d'instabilité assez marqué. Un petit peu plus anecdotique, la verticalisation du LCP et du ligament collatéral latéral. Ces dernières années, on a vu la généralisation des séquences en acquisition 3D, séquences intéressantes en particulier pour l'analyse fine des structures et notamment le ligament croisé antérieur et sa morphologie bifasciculaire. Ici, c'est des coupes en moins d'1 millimètre, un 0,6 mm, donc on est c'est comme une acquisition de scanner qui nous permet de reconstruire dans tous les plans, notamment d'aligner les fibres du ligament croisé antérieur comme ici, sur ces coupes frontales obliques. Donc si je reviens un peu en arrière, on dégage parfaitement le faisceau antéromédial et le faisceau postérolatéral. Ça nous a permis d'analyser plus finement les faisceaux. Ici, chez ce patient par exemple, on voit très bien que le faisceau antéromédial est parfaitement continu, en vide de signal, il est mince, bien aligné. Ici, on a un faisceau postérolatéral qui perd son caractère bien défini en hyposignal, un petit peu épaissi, probablement sanguinolent. Œdémacié, vous voyez bien la différence ici avec un faisceau postérolatéral normal. Donc là, c'est une rupture partielle qui porte sur le faisceau postérolatéral. L'IRM, c'est aussi surtout le bilan d'extension des ruptures du ligament croisé antérieur, puisqu'en général, le diagnostic de la rupture, il est clinique. Récemment, donc les séquences, elles se sont améliorées, génération après génération de machines. On a des séquences de plus en plus précises, de plus en plus rapides, donc des bilans d'extension également de plus en plus précis. Ça nous permet d'analyser les lésions associées, donc détecter les lésions ostéochondrales. Ici, une encoche ostéochondrale du condyle fémoral externe qui peut avoir une valeur pronostique, à différencier de la simple contusion œdémateuse. Ici, on a véritablement un enfoncement de la surface ostéochondrale. Analyser les petites lésions ligamentaires associées. Ici, c'est une désinsertion proximale du faisceau antérolatéral du ligament collatéral latéral, très souvent avulsé en distalité, mais ici, c'était une avulsion du versant fémoral. Et puis, ça a permis d'analyser de manière encore plus précise les lésions méniscales. Ici, une anse de saut méniscale avec une franche lésion luxée. La majorité des lésions sont des fissurations verticales, souvent sur les cornes postérieures. Ici, j'ai illustré une lésion assez caractéristique qu'on appelle, c'est la zip lésion des anglo-saxons. C'est la fissuration verticale de la corne postérieure du ménisque externe qui se situe dans le prolongement de l'insertion du ligament ménisco-fémoral. Donc ici, par exemple, sur ces coupes, on voit très bien donc le ligament ménisco-fémoral ici, la corne postérieure ici. On va se diriger en périphérie vers le segment moyen. On voit qu'on n'a jamais de fusion finalement du ligament ménisco-fémoral et de la corne postérieure du ménisque externe avec cette fissuration qui vient prolonger véritablement l'insertion, qu'on voit très très bien sur la coupe axiale ici, avec ce ligament ménisco-fémoral, et puis cette désinsertion entre le ligament ménisco-fémoral, son insertion et le reste de la corne postérieure du ménisque. Donc ça, ce sont des lésions importantes à détecter. Si on les connaît pas, c'est pas toujours facile de les voir. On peut, voilà, le pendant sur le versant ménisque interne, c'est les fameuses rampes lésions qui ont été très très bien démembrées ces dernières années,
qui sont les désinsertions capsulo-méniscales périphériques de la corne postérieure du ménisque interne, parfois visibles uniquement sous la forme d'un discret œdème, d'un discret hypersignal ici à la jonction capsulo-méniscale, qu'il ne faut pas hésiter à confirmer sur les coupes transverses. Ici, on la voit très très bien sur la coupe transverse en périphérie. Souvent, c'est quand même des lésions beaucoup plus visibles, avec une franche fissuration liquidienne en hypersignal T2 à la jonction capsulo-méniscale, comme sur ces deux images. Et on a parfois des signes indirects, un œdème du plateau tibial interne associé qui peut aussi aider au diagnostic. Je vais finir sur les ménisques avec les désinsertions des racines, là aussi important à rechercher. Classiquement sur la corne postérieure, la racine de la corne postérieure du ménisque interne comme ici, un ménisque franchement hétérogène. Sur la coupe d'après, on ne voit plus du tout la racine. Donc c'est le ghost meniscus sign, le ménisque fantôme. Confirmé là aussi sur les coupes transverses. Il faut toujours bien voir ces coupes transverses méniscales. On les oublie souvent. Ici, on voit bien l'avulsion des petites attaches ménisco-tibiales avec la rétraction de la racine. Un peu moins classique et peut-être sous-estimé, ce sont les désinsertions des racines des cornes postérieures du ménisque externe. Ici, sur cet exemple, on va suivre la corne postérieure du ménisque en direction du massif des épines tibiales. Tout doucement, hop. Là, on commence à avoir un aspect un petit hypersignal T2, et puis là, on perd complètement la racine. Il reste que cette petite formation ici, qui est le ligament ménisco-fémoral, qui lui reste continu, qui contribue peut-être à stabiliser un petit peu la corne postérieure, mais on a une franche désinsertion de la racine de la corne postérieure qu'on ne voit pas du tout s'insérer sur le massif des épines tibiales. Là aussi, confirmé par les coupes transverses, avec cette désinsertion ici de la racine et ce ligament ménisco-fémoral qui reste continu et qui maintient un petit peu la racine. Pour finir sur l'actualité de l'IRM, en tout cas les dernières séquences, pas hésiter à demander dans vos prescriptions des séquences avec réduction des artefacts métalliques. Maintenant, on a des séquences qui sont développées pour éviter ces artefacts qui nous empêchent de bien saturer la graisse et qui donnent un flou assez gênant pour l'interprétation. C'est le même patient avec des séquences classiques et des séquences avec algorithme de réduction des artefacts. Donc des patients qui ont des vieilles plasties avec des tunnels, des vis métalliques assez importantes, ou même des ostéotomies, ça peut franchement faciliter l'examen. Et on les a installés sur quasiment toutes les machines en pratique courante. Le futur, globalement, c'est beaucoup de traitements par algorithme. C'est l'intelligence artificielle qui se développe énormément sur les séquences IRM. Encore un petit peu l'amélioration du matériel, mais c'est surtout le traitement des données qui est en pleine voie de recherche. Premier champ de l'intelligence artificielle qui commence à arriver sur les machines, c'est l'amélioration des images. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent d'extraire le signal, d'avoir des séquences plus rapides, mais également beaucoup mieux définies. Donc une anatomie beaucoup plus précise avec des séquences beaucoup plus courtes. Qui dit séquence plus courte dit plus d'examens, plus de données. Donc on arrive peut-être aux limites parfois de ce que l'humain peut interpréter sur une vacation normale, avec les risques d'erreurs d'interprétation, d'erreurs diagnostiques. Donc le corollaire, c'est le développement des algorithmes d'intelligence artificielle d'aide au diagnostic, notamment des algorithmes basés sur le deep learning. Donc on va leur apprendre, c'est des algorithmes qui apprennent. On a une phase d'apprentissage et ensuite ils peuvent détecter en analysant le signal, la forme du ligament croisé antérieur, détecter les lésions et proposer sur nos logiciels de visualisation. Là il y a peut-être une lésion, là il y a sûrement une lésion, là le ligament est normal. Donc explosion des études qui valident et qui mettent au point ces algorithmes depuis quelques années, avec actuellement sur les dernières générations des sensibilités et spécificités qui égalent celles des radiologues et des orthopédistes pour la détection des ruptures complètes du ligament. Une autre voie également, c'est la médecine prédictive. Ces algorithmes, ils sont puissants, ils peuvent analyser de manière automatisée et très rapide les différentes valeurs anatomiques d'un genou sur une IRM. Et donc, par exemple, sur cette étude, peut-être permettre de prévoir, en calculant de manière automatisée la pente tibiale, la largeur de l'échancrure, etc., les patients qui seront plus à risque de faire une lésion ou une re-rupture du ligament croisé antérieur en préopératoire. Dernière chose, donc, sur le plan matériel, la prochaine génération, ça sera 7 Tesla, les IRM de très haut champ. On va encore gagner en résolution spatiale. On va pouvoir analyser les petites structures de manière encore plus fine et sûrement détecter des lésions qu'on ne connaissait pas.
Et surtout, on va pouvoir analyser en spectroscopie la qualité des tissus, la qualité du cartilage. C'est par exemple utile en post-traumatique sur une lésion du ligament croisé antérieur pour détecter les lésions infracliniques du cartilage, les contusions qui sont éventuellement à même d'évoluer vers des chondropathies post-traumatiques secondaires plusieurs mois après le traumatisme. Donc IRM et ligaments croisés antérieurs, actuellement des séquences toujours plus précises, toujours plus rapides. Des nouvelles séquences, imagerie 3D, réduction des artefacts métalliques qui nous permettent de faire des bilans encore plus précis. Demain, beaucoup d'intelligence artificielle probablement, avec une amélioration de la qualité des images, une aide au diagnostic, peut-être de l'imagerie prédictive. L'imagerie fonctionnelle avec les ultra au champ, et puis la chirurgie augmentée, parce que de plus en plus probablement dans vos blocs opératoires, l'imagerie sera intégrée, peut-être fusionnée à l'arthroscopie, et permettra d'améliorer encore la qualité de la chirurgie. Merci.